Bonjour, vous êtes les bienvenus à ce cours de transformation de Laplace. C'est un cours qui entre dans le cadre d'une formation à distance. Donc, la transformée de Laplace est une technique et outil mathématique très important pour aider à la modélisation des systèmes et plus particulièrement dans l'étude des régimes transitoires causals. Donc, soit modélisation des systèmes électriques, des systèmes d'asservissement ou des systèmes de régulation, c'est-à-dire détermination de la fonction de transfert, et par la suite, on peut se ramener facilement vers les réponses temporelles. Également, c'est un outil qui aide énormément dans la résolution des équations différentielles linéaires et non homogènes. Donc, commençons tout d'abord par les signaux apériodiques. Donc, soit S de t, un signal borné est apériodique. Donc, la transformée de Fourier de S de t, elle est donnée par la relation suivante. Donc, l'existence de cette intégrale, comme nous avons vu précédemment, par la transformée de Fourier, est donnée par la relation mathématique suivante. Donc ça, c'est une transformation de Fourier, à partir de laquelle nous allons tirer la transformation de Laplace. Donc, nous avons vu que cette transformée de Laplace, elle est conditionnée par la convergence de l'intégrale suivante. Bien évidemment, il y avait 4 conditions. On choisit la condition la plus importante pour nous, c'est la convergence de cette intégrale. Donc, dans le cas où cette intégrale n'est pas convergente, on peut la rendre convergente en multipliant notre signal S de t par cette quantité, l'exponentielle de moins d'état 0 de t, et qui s'appelle l'abscisse de convergence. C'est-à-dire, c'est une manière de forcer le signal pour qu'il soit convergent. Et donc, dans ces conditions, une fois qu'on multiplie cette fonction ou ce signal dans le domaine Fourier par ce terme-là, quantité exponentielle moins d'état 0, on obtient à nouveau cette nouvelle expression. En posant P égale à 2πf, le terme de Fourier plus l'abscisse de curviligne, on aura à nouveau une nouvelle formule, expression, qui est l'intégrale, cette fois-ci, de S de t, l'exponentielle moins P de t, où l'autre variable devient non plus la fréquence, là c'est une erreur, mais la nouvelle variable, c'est la variable P. On l'appelle la variable de Laplace. Donc, maintenant, on peut citer la définition. Donc, soit un S de t, un signal causal. Donc, un signal est dit causal. C'est un signal qui n'a pas de réponse ou qui n'a pas d'existence dans les temps négatifs. Donc, la transformée de Laplace de ce signal S de t, elle est donnée par la relation suivante. C'est une transformation, on va dire qu'elle est valable juste pour les temps positifs, ou bien ce qu'on appelle une transformation monolatérale. Donc, la transformée de Laplace, c'est un modèle mathématique comparable à la transformée de Fourier, mais qui est utilisé essentiellement dans l'étude du régime transitoire. Donc, je donne un exemple. Donc, voilà un exemple d'un signal S de t égale à l'exponentielle de t. On va lui appliquer la transformée de Laplace, j'ai dit monolatérale, c'est-à-dire uniquement pour les signaux causals. Donc la fonction S de P ou le signal S de P, d'après la définition, je remplace le signal par son expression, je mets la somme des exponentielles et je procède à une intégration. Donc ça va nous donner 1 sur 2 de moins P, l'exponentielle, entre 0 et plus l'infini. Bon, ce qui dérange un petit peu, c'est l'intégrale au bord de l'infini, parce que l'intégrale au bord de 0, ça va nous donner un 1 pour l'exponentielle. Donc, revenons en arrière vers la variable initiale. Donc, si on veut calculer cette valeur pour plus l'infini, c'est-à-dire lorsque le temps tend vers l'infini de ce terme-là, on peut faire sortir de cette limite ce terme-là qui n'a rien à voir avec le temps, et
on se retrouve avec une limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 2 moins t0 fois 2t, étant donné que la norme de l'exponentielle est toujours égale à 1. Donc, cette dernière limite, il est nul que dans le cas où le θ0 il est supérieur à 2. C'est normal. Hein? Sinon, on n'aura pas une limite qui est égale à 0. Ça sera plus l'infini. D'accord? Donc, ainsi, la valeur en borne supérieure n'existe que sur la partie réelle de P est supérieure à 1. C'est-à-dire, là, on va dire que dorénavant, si on veut calculer la transformée de Laplace d'une forme exponentielle, il faut que la variable P soit supérieure à 2. D'accord? Pour pouvoir ou bien pour pouvoir faire le calcul. Donc, plus généralement, on va dire dorénavant que la transformée de Laplace d'une exponentielle égale à 1 sur P moins 1, quel que soit P supérieur à A. Donc, je passe maintenant le cas d'un signal décomposable en série, c'est-à-dire je considère un signal S de t exprimé sous la forme suivante. Donc là, j'ai une série de valeurs donc, de t, t carré, t à la puissance n. La transformée de Laplace de ce signal-là, c'est une transformation, c'est la somme des transformations de Laplace de chaque terme. Et donc, on va retenir que lorsque nous avons un signal exprimé comme une suite ou bien comme une série, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez un signal décomposable en série, résultat, automatiquement, c'est que le signal dans le domaine de Laplace, il est donné par l'expression suivante. D'accord? Exemple. Donc, je prends l'exemple suivant. Donc, S de t égale à 2t plus t au carré. J'essaie d'appliquer la relation précédente pour dire finalement que la transformée de Laplace, c'est tout simplement A0 qui ici, c'est 2. Voilà, A1 plutôt. Hein, A1, il n'y a pas de terme A0 ici. Donc là, c'est A1t plus A2t au carré. Donc A1, ça devient A1 sur P au carré. Voilà. Et A2 sur P à la puissance 3. Hein, étant donné que A1 fois 2 factoriel, c'est 2. Donc c'est pour cela que j'ai 2 sur P au carré plus 2 sur P à la puissance 3. Maintenant, les opérations sur les transformées de Laplace, on va dire, sont très similaires d'un facteur I près aux opérations sur la transformée de Fourier. C'est-à-dire, il y a une grande ressemblance entre les propriétés de Fourier et celles de Laplace. Bon, il faut vraiment bien les maîtriser, puisque prendre la transformée de Laplace inverse est souvent une opération très très complexe, comme nous allons voir par la suite. Donc, je commence par la première propriété. Donc, multiplication avec une constante. Donc, je suppose que S de P, c'est une transformée de Laplace de S de T. On se demande quelle sera la transformée de Laplace d'un signal multiplié avec une constante. Bien évidemment, on peut facilement démontrer ça en disant que la transformée de Laplace de AS de T, c'est A fois S de P, quel que soit A appartenant à R. Ça, c'est une condition très importante. C'est-à-dire, dans le cas où les A et les complexes, on ne peut pas appliquer ça. Maintenant, passons à la sommation. Donc, si je prends un signal S de T exprimé comme une somme des signaux élémentaires, c'est-à-dire S1, S de T, c'est une somme des différents signaux de S1 jusqu'à Sn. Donc, la transformée de Laplace, c'est la somme des transformées de Laplace de chaque signal, quelle que soit l'itération i de 1 jusqu'à n. Et donc, on peut facilement calculer la transformée de Laplace de S de P. Et là, on peut généraliser. Hein, on peut généraliser dans le cas où j'ai une sommation avec des facteurs près. Voilà.
c'est-à-dire avec des constantes qui sont réelles. On va appliquer cette propriété et la propriété précédente pour dire que c'est la transformée de Laplace d'une manière générale pour une série de signaux à des constantes près. Maintenant, la dérivation. Donc, soit S de P, la transformée de Laplace d'un signal S de T, on peut facilement démontrer, comme on a fait dans le cas du cours de la transformée de Fourier, que la transformée de Laplace d'un signal dérivé une seule fois, c'est P fois S de P moins petit s 0. Donc ça, c'est une condition dans le temps. Il faut faire attention, ce n'est pas une condition dans la place. Donc, si je prends que S de 0 égale à 0, c'est-à-dire je suppose qu'à l'instant t égale à 0, il n'y avait pas de signal, là, la transformée de Laplace d'un signal dérivé une seule fois, ça sera P fois S de P. D'une manière générale, si on suppose que toutes les dérivées d'ordre n à l'instant t égale à 0 sont nulles, on peut facilement dire que toute transformation de Laplace d'un dérivé, d'un signal dérivé une fois, d'un signal dérivé deux fois, d'un signal dérivé énième fois, c'est à chaque fois je multiplie avec la variable p. Intégration. Donc soit S de P la transformée de Laplace d'un signal S de T. Donc la transformée de Laplace du signal obtenu par intégration, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire cette fois-ci, je prends un certain signal qui est exprimé sous une forme intégrale. Donc au lieu d'avoir une multiplication avec la variable, là j'ai une division avec la variable P. Cette fois-ci, j'ai une condition non pas sur le signal initial, mais sur le signal S de P. Dans le cas où ce signal dans le domaine de Laplace il est nul à P égale à 0, j'obtiens une relation suivante. Maintenant, théorème de la valeur initiale et valeur finale. On va dire que le théorème de la valeur initiale et de la valeur finale sont très utiles parce qu'ils permettent de calculer le signal dans le domaine Laplace à partir du signal S de t à l'instant 0 ou à 1. Donc on peut calculer les valeurs initiales et finales du signal S de t avant de faire la transformée inverse d'une fonction pour s'assurer si le tout fait du sens. Donc là, je commence par le S de P qui est exprimé sous la forme d'un quotient, numérateur dénominateur. Bon, j'ai la condition, si le degré du numérateur N de P est inférieur au degré du dénominateur, là on a cette relation de limite lorsque t tend vers 0 plus S de t égale à la limite que lorsque P tend vers plus l'infini de PS de P. Donc ça, c'est une manière de basculer entre un signal dans le domaine temporel avec le signal dans le domaine Laplace. La même chose pour le théorème de la valeur finale. Il relie le comportement d'une fonction en plus l'infini et celui de sa transformée de Laplace en 0. D'accord? Bon, c'est une condition, ce théorème de la valeur finale exige que le dénominateur n'a ni de racine réelle ni plusieurs racines à partir réelle nulle. Et là, on peut trouver, on va dire, le théorème de la valeur finale qui est la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t, c'est la limite lorsque P tend vers 0 de P fois S de P. Là, vous voyez un petit peu que j'ai la relation entre le signal dans le domaine temporel à l'instant t égale à 0 et la relation entre le S de P lorsque P tend vers l'infini. Et là, c'est l'inverse. Lorsque t tend vers l'infini de S de T, avec P tend vers 0 du signal S de P. Passons maintenant au théorème du retard. C'est-à-dire, c'est un théorème qui exprime l'effet d'une translation ou d'un décalage sur la transformée de Laplace d'une fonction. D'accord? Donc, derrière ça, on veut savoir comment se traduit le décalage dans le temps en Laplace. D'accord? Donc, dans le cours de Fourier, nous avons vu que tout décalage dans le domaine temporel se traduit par une multiplication avec un exponentiel. C'est ce que j'ai appelé modulation. Maintenant, la transformée de Laplace d'un signal décalé, d'un signal translaté, d'une translation taux ou d'un décalage taux, c'est tout simplement une multiplication dans le domaine de Laplace avec cette exponentielle moins p fois taux. Donc, l'expression
exponentielle moins pi de taux s'appelle opérateur de retard. Passons maintenant au changement d'échelle. Bon, si je considère que S de P est une transformée de la place du signal S de T, donc la transformée de la place d'un signal SA de T, ça sera la même chose comme nous avons vu dans le cas de Fourier, c'est 1 sur A, S de P sur A. Passons maintenant en transformation des signaux périodiques. Donc soit S de T un signal périodique de période T, donc la transformée de la place de ce signal elle est donnée par la relation suivante. Donc c'est une intégration sur une période. Donc cette équation-là, bien évidemment, montre que la transformée de la place d'un signal périodique est calculée uniquement sur une période. Passons maintenant aux transformées de la place des signaux usuels. Donc là, un tableau qui résume les quelques signaux usuels, à savoir l'impulsion de Dirac, une constante, une fonction a de t exponentielle, ainsi de suite. Et là, devant chaque signal dans le temps, il y a sa transformée de Laplace. On va voir que ce tableau il est également utilisé lorsqu'on va faire l'inverse. C'est-à-dire, connaissant ces valeurs de Laplace, on peut se ramener vers les valeurs initiales. Maintenant, si jamais on connaît le signal S de P, on veut revenir en arrière vers le signal S de T. On doit appliquer la transformée de Laplace inverse. Donc, la transformée de Laplace inverse, assez souvent on la note avec TL-1 de S de P, c'est égal à S de T. Donc dans ce cas-là, S de T, on l'appelle original de S de P. Donc, c'est une transformation qui est très utile dans l'étude des systèmes transitoires, dans les systèmes transitoires et plus particulièrement dans les filtres. Parce que dans les filtres, nous allons voir que chaque filtre a une réponse H de T, mais c'est une réponse malheureusement qui est en fonction de l'entrée par un produit de convolution, ce qui fait que c'est très difficile de connaître la réponse dans le domaine temporel, et c'est la raison pour laquelle on applique la place, parce que la place d'un produit de convolution, c'est un produit simple, et c'est un moyen de se débarrasser de ce produit de convolution. Maintenant, si on veut calculer la transformée de la place inverse, toujours on va utiliser la méthode de la table. C'est-à-dire, comme nous avons vu précédemment, vous avez un certain nombre de fonctions ou de signaux usuels, vous allez utiliser ce même tableau pour calculer les signaux originaux. Bon, sauf ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas toujours trouver des signaux qu'on cherche. Il faut juste essayer de se rapprocher le maximum possible de ces signaux qui existent dans la table. Voilà, donc j'ai inversé. Et il faut toujours essayer de se trouver avec ces signaux-là. Ben sinon, essayez de se rapprocher de ce que vous avez ici. Donc, je commence par par la deuxième méthode. Donc, la première méthode, c'est une simple lecture sur la table. Maintenant, la méthode de série. Donc, cette méthode-là, elle est utilisable lorsque S de P s'exprime comme une certaine série. Donc, dans le cas précédent, enfin dans le cas, on va dire, temporel, nous avons parlé d'une série, mais dans le domaine temporel. Maintenant, il se peut que j'ai un signal S de P exprimé dans le domaine de la place. Donc, dans ces conditions, le signal original peut être obtenu par cette relation suivante. D'accord? C'est-à-dire, on peut prendre chaque terme, chercher son inverse, chaque terme, chercher la place inverse, ainsi de suite. Un exemple très simple. Donc là, S de P, c'est 2 sur P plus 4 sur P au carré. Il faut essayer de comparer cette forme-là avec la forme précédente pour pouvoir écrire le signal original. Maintenant, la dernière méthode pour le calcul de la transformée de Laplace inverse, c'est ce qu'on appelle la méthode des fractions partielles. Donc, c'est une méthode qui permet de calculer le signal original S de T, mais en suivant le raisonnement suivant. Donc, la première chose à faire,
on doit représenter le S de P sous la forme d'un rapport, d'une fraction, numérateur sur dénominateur. Par la suite, on cherche tous les zéros du numérateur, qui sont aussi des zéros de S de P. Par la suite, on cherche les zéros du dénominateur, mais là, vis-à-vis de S de P, on les appelle des pôles. Et par la suite, représenter S de P sous la forme suivante. C'est-à-dire, j'essaie de mettre tous les zéros et tous les pôles. Donc, Z1, Z2, ce sont des zéros. P1, P2, etc. sont des pôles. Par la suite, on va rechercher les coefficients ABC tels que S de P s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire, on va écrire S de P sous cette nouvelle forme avec A, B et C. Ce sont des constantes qu'on peut les déterminer de plusieurs manières, soit par réduction des fractions et égalisation des termes de même degré en P dans les deux membres, soit par autre solution. Donc, l'étape numéro 6, pour chaque fraction, on va utiliser la table des transformés de Laplace pour trouver son original. Bon. Dans cette étape, on va dire il y a 4 cas particuliers. Lorsque les pôles P1, P2, P3, etc. sont des pôles simples, lorsque ces pôles sont multiples, lorsque ces pôles sont complexes et lorsque les pôles sont mixtes. On va commencer par le premier cas, lorsque les pôles sont simples, c'est-à-dire un pôle est simple lorsque le dénominateur, on trouve la forme P moins PI à la puissance n, où n forcément égale à 1. Sinon, on n'aura plus un pôle qui est simple. Donc, dans ces conditions, pour retrouver le signal initial, on doit se servir de la table des transformés de Laplace. Donc, c'est un cas relativement simple. Pour les pôles de S de P qui sont multiples, c'est-à-dire la même chose, sauf que n, elle est strictement supérieure à 1. C'est-à-dire n égale à 2, n égale à 3, et bien n quelconque. Là, je me retrouve avec un pôle PI, mais qui est d'ordre supérieur à 1. On l'appelle un pôle multiple. Donc, dans ces conditions, dans les conditions où les pôles sont multiples, on doit essayer de décomposer les pôles multiples, c'est-à-dire je commence par le dernier ordre du pôle, ainsi de suite, je descends jusqu'à le dernier pôle. Donc voilà, toute cette quantité-là que vous voyez, c'est relatif aux pôles multiples. Et je continue si jamais j'ai des pôles qui sont simples. Donc les coefficients A et également, on peut le déterminer, comme dans le cas précédent. Une autre méthode consiste à multiplier S de P par P moins P1 à la puissance n. Et je tends le P vers le P1. D'accord? Donc, si je veux calculer le A, je n'ai qu'à multiplier S de P dans la forme développée par P moins P1 à la puissance n, et je tends le P vers le P1. Bien évidemment, je vais utiliser, pour faire l'identification, je vais utiliser la forme initiale. Sinon, les coefficients seront obtenus de la manière suivante. On ne peut pas utiliser cette méthode si on veut trouver B, C et D. Donc, si on veut calculer le B, on doit dériver S de P, P moins P1 à la puissance n afin de réduire le degré n. Également, je passe alors de 1,5 jusqu'à le dernier terme. Et là, c'est une sorte de généralisation. Dérivée EIM de S de P, P moins P1 à la puissance n, m factoriel lorsque P tend vers P1. Dans le cas où les pôles sont complexes, d'accord, les originaux sont de la forme sinus ou cosinus. C'est-à-dire, il faut essayer, à chaque fois que vous avez des pôles qui sont complexes, forcément que le résultat dans le domaine temporel, c'est des signaux qui sont sinus ou cosinus.
Donc, ainsi, la méthode consiste à représenter le dénominateur sous cette forme-là. Vous allez voir que cette forme-là, il existe dans la table. Hein? Donc, vous avez des pôles qui sont complexes. Essayez d'écrire votre dénominateur sous cette forme-là. Maintenant, le dernier cas, lorsque les pôles sont mixtes, c'est-à-dire ils sont réels et ils sont complexes. Donc, on essaie d'écrire S de P sous cette forme-là. NP, il n'a pas vraiment d'importance, mais le dénominateur ici, vous avez P plus PR, ça va représenter un pôle réel, alors que les pôles complexes sont ici. C'est-à-dire, si on calcule le déterminant de A, P au carré plus BP plus C, on va trouver que delta, il est négatif. C'est-à-dire que je me retrouve avec des pôles qui sont complexes. Et par conséquent, je peux écrire ma forme S de P sous la forme A sur P plus PR plus BP plus C sur le même AP carré plus BP plus C. Et là, on peut facilement calculer les coefficients A, comme dans les cas précédents. Et si on veut calculer le B et le C, on doit multiplier avec les formes correspondant à ces racines complexes. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 1. Donc, je commence avec l'exercice numéro 1. C'est un exercice d'application. Donc, je considère que le signal S de P est donné par la forme suivante et je désire savoir quel est le signal original S de T. Donc, la première chose à faire, il faut mettre S de P sous la forme d'un numérateur avec ses zéros, d'un dénominateur avec ses pôles. D'accord? Donc là, lorsque je mets S de P sous une forme appropriée, je vois bien que S de P possède un seul zéro qui est le Z égale à moins 1. Par contre, il possède deux pôles, P égale à moins 2 et P égale à moins 3, mais qui sont des pôles simples. C'est-à-dire que je me retrouve dans le cas numéro 1 où les pôles sont simples. Donc je vais écrire S de P sous la forme suivante, comme c'est mentionné dans le cours, la partie précédente. Donc je mets S de P égale A sur P moins P1 plus B sur P moins P2, etc. D'accord? Donc c'est la forme du cours. Maintenant, j'essaie d'appliquer cette forme ici dans notre exercice. Je vois que S de P s'écrit sous forme de A sur P plus 3, B plus B sur P plus 2. Et là, ce que je veux faire, je vais réduire au même dénominateur. Voilà. Et j'essaie de rassembler les constantes et les variables P. Et par la suite, je vais faire une identification pour dire que A plus B, c'est 1, 2A plus 3B, c'est 1. Et là, un système de deux équations à deux inconnues, on peut facilement déterminer les A et le B. Donc voilà notre S de P, où j'ai représenté A par sa valeur, B par sa valeur. Maintenant, il suffit de prendre la table et de lire, et de tout dire que S de T sera égal à 2 exponentielle moins 3T. Hein, moins 3, c'est le pôle ici, et moins 2, c'est le pôle ici. Maintenant, à l'exercice 2. Donc, cherchons maintenant le signal original S de T correspond au signal suivant. Donc, la même chose à faire, écrire S de P sous forme d'un numérateur pour faire apparaître les zéros, le dénominateur pour faire apparaître les pôles. Donc voilà, une forme un petit peu développée. Je vois bien que j'ai un seul zéro, c'est Z égale à moins 1, et deux pôles. P égale à 0, c'est un pôle simple, et P égale à moins 3, c'est un pôle double. Donc je suis dans le deuxième cas. Donc dans ces conditions, on doit représenter S de P sous la forme, comme j'ai dit, je commence par le pôle double, c'est un pôle d'ordre 2, donc je commence ici par le pôle double, et je peux aller vers les autres pôles. Donc d'accord, donc A, la partie A et partie B, c'est relative au pôle double, et la partie alpha, c'est relative au pôle simple. Donc, pour calculer les coefficients A, B et alpha, on va suivre la démarche vue dans les cas précédents, dans les cas doubles. Et on va trouver, c'est-à-dire, c'est facile de calculer le A. Comment nous allons faire pour calculer le A? Et on va juste multiplier cette formule-là avec P plus 3 au carré.
et je tends le P vers le moins 3 et je fais la même opération mais pour le signal initial. Et comme ça, je peux identifier la valeur de A. Pour la valeur de B, il faut faire une dérivée. Et pour le alpha, c'est le même calcul. Donc ça, c'est une application directe du cours. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? De prendre la table et de chercher les équivalences de ces formules-là. Voilà, on trouve ça. Donc c'est très facile de faire ce calcul. Passons à l'exercice numéro 3. On veut cette fois-ci chercher l'original de ce signal S de P. Donc la même démarche, chercher les pôles, chercher les zéros. Là, je me retrouve avec des pôles qui sont complexes et donc je dois chercher ou bien suivre la méthode vue dans la partie complexe. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il faut toujours essayer d'exprimer le dénominateur sous cette formule-là. Parce que dans cette formule-là, j'ai vraiment sur la table de la place. Donc, ici, si je fais comparer ça avec ça, hein, je vois que A, c'est 2, c'est-à-dire P carré plus 4P plus 5, je peux l'avoir comme P carré plus 4P plus 4 plus 1. Et ça va nous donner P plus 2 au carré, hein, voilà la formule là, P plus 2 au carré plus 1 au carré. C'est ce que j'ai dit. Et par conséquent, je peux essayer de voir la table. Donc dans la table, j'ai forme P plus A sur P plus A au carré plus oméga carré et j'ai 1 sur P plus A au carré plus oméga carré. Donc ça, ce sont deux formes qui existent sur la table. Et donc, je lis sur la table et je trouve l'équivalence. Maintenant, l'exercice 4. Chercher le signal original correspondant à S de P. Donc là, je cherche les zéros et les pôles. Je trouve un seul zéro qui est moins 2, 4 pôles, 2 pôles qui sont réels, c'est P égale à 0, P1, 2 égale à moins 1, et 2 pôles complexes, ça vient de P carré plus 9. On va écrire S de P comme nous avons vu dans le cours, comme cette écriture-là, N de P sur la partie réelle et la partie complexe. Je vais la développer et on va suivre les mêmes méthodes pour calculer A, B, C et D. Donc, soit par identification, soit par autre chose. L'essentiel, c'est que c'est très facile de trouver le A, le B, le C et le D. D'accord? Et par conséquent, je remplace les constantes par leur valeur. Voilà. Ça, c'est pour calculer C et D. Et on va trouver C et D. Maintenant, j'écris S de P sous la nouvelle forme. Voilà. Je vais essayer de séparer ce terme-là, comme vous voyez. Je vais l'écrire autrement pour faire apparaître 1 sur P plus 1, P plus P au carré plus 9 et 3 sur P au carré plus 9. Pourquoi? Parce que là, j'ai deux formes qui sont connues et qui sont, on va dire, formes très connues sur la table de vérité ou sur la table de la place. Donc, je commence par les deux valeurs qui sont, on va dire, très simples à les calculer. Par contre, j'applique ce qui est marqué sur la table. Donc là, c'est une forme qui se rassemble à celle-là. Donc la constante, je la laisse. Moins 11 sur 90, je la laisse. Et l'équivalent de P sur P carré plus 9, c'est cosinus. Et la même chose pour le sinus. Et voilà, finalement, j'obtiens dans ce cas mon signal S de t qui a l'expression suivante. Maintenant, un exercice des circuits électriques. Je prends le circuit, il est à base d'une résistance, enserré avec un condensateur, excité à l'entrée par une source de tension E de T, et je prélève à sa sortie un signal S de T
et ce circuit il est parcouru par un courant I de T. Donc E de T, je l'appelle signal d'entrée. Signal S de T, c'est un signal de sortie. Et la première question, c'est établir l'équation différentielle qui relie le signal E de T et le signal S de T et le signal S de T' et S' si jamais il existe. On va appliquer maintenant la loi de May. Ça va donner cette relation-là. On applique également la relation en borne du condensateur, IT égale à dérivée de Q par rapport à T, et je rassemble les deux pour se débarrasser du courant I de T parce que je ne le connais pas, et ça va me donner une relation sous forme d'une équation différentielle. D'accord? Donc c'est ça ce que je cherche. Maintenant, établir la relation entre la sortie dans le domaine de la place et l'entrée dans le domaine de la place sous cette forme-là, et donner la forme de H de P. Donc j'applique la place à E de T, ça me donne E de P, S de T, ça donne S de P, avec une condition, S de T égale à 0. Non, non pas S de T égale à 0, mais S de T égale à 0. Ça, c'est une erreur. Donc j'applique la place à E de T. C'est la place à tout ce signal-là. Comme la place, elle est linéaire, donc c'est la somme de la place. RC, c'est une constante, donc je peux la faire sortir. Et j'applique cette propriété, la dérivée du signal une seule fois. S de 0, c'est ce que j'ai mis ici. J'aurais dû écrire T égale à 0. Donc ça nous donne PS de P. Et finalement, E de P égale à RCP S de P plus S de P. Je factorise avec S de P. Ça va donner cette formule-là. Et voilà, je peux dégager que ce terme-là, c'est une fonction H de P, on l'appelle fonction de transfert. Maintenant, on veut savoir la réponse S de T dans le cas où U de T c'est un échelon. Donc, je prends U de T, je sais que la place d'un échelon, c'est 1 sur P, c'est dans le échelon, c'est-à-dire que c'est un niveau constant pour les temps positifs. Donc, j'ai la valeur dans la table. Donc, je remplace E de P par sa valeur. C'est ça, je prends cette relation-là et je remplace E de P par sa valeur. Donc, S de P, ça nous donne 1 sur P. Je développe cette formule-là. Là, il y avait un produit. Là, j'ai développé sous forme de A sur P plus B sur etc. Et là, j'applique la transformée de la place inverse et je trouve ce signal. Je ne dois pas le multiplier par U de T pour dire que je travaille qu'avec les signaux causaux. D'accord? Donc U de T, ça permet d'éliminer tous les temps qui sont négatifs. Et si je représente ça, graphiquement, c'est facile. Là, ce terme exponentiel, avec le signe moins, ça va nous donner une courbe qui sera croissante. Voilà, donc c'est une courbe qui va augmenter progressivement jusqu'à qu'il stabilise au niveau 1. Et donc voilà notre signal de, on va dire, de sortie au bord du condensateur. Et merci pour votre attention, pour toute remarque, tout commentaire et toute question. Veuillez me signaler ça sur, on va dire, sur ma chaîne YouTube. Et merci.